Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire atelier financement SONS autour du Ségur et la demande de solde pour les opérateurs MS Santé. Comme pour tous les webinaires, celui-ci est enregistré, on vous mettra à disposition le replay et le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Et je passe tout de suite la parole à Mike. Bon webinaire à tous. Oui, merci Elodie. Donc bonjour à tout le monde. Merci de vous être rendu disponible pour ce webinaire consacré à la dernière phase de notre financement opérateur, c'est-à-dire le dépôt d'une demande de solde. Donc la cible de cet atelier, de ce webinaire, devrais-je dire, est qu'à la fin voilà, de nos différentes interventions et aux différentes réponses qu'on aura pu apporter éventuellement, que vous soyez en capacité de réaliser l'opération de demande de solde du bout en bout, en tout cas sans anicroche. Alors, je crois que j'ai la main pour passer la slide ou pas. Non, je pense que je ne l'ai pas, donc Si, tu l'as, Élodie, vas-y. si je l'ai, Ouais. alors hop, d'accord, parfait. Donc ici, les différents points qu'on vous propose d'aborder pendant ce webinaire, donc une introduction, hein, voilà, un avant-propos. On va également faire une passe très rapide sur les premières phases de ce financement, donc le calendrier hein, et les différents jalons passés, et surtout ceux qui sont devant nous. Également, un rapide passage sur les éléments liés à la demande, alors pas un rapide passage, désolé, mais voilà, plutôt, on va s'étendre sur le dépôt de la demande de solde, et également les modifications éventuelles que vous aurez à effectuer. Et bien entendu, à la fin, on vous communiquera les différents liens pour accéder aux documents que nous allons vous présenter, sachant qu'il y a un guide utilisateur pour le dépôt de la preuve. Alors, je pense que désormais, vous avez un peu l'habitude des parties prenantes, hein, c'est-à-dire les différentes structures qui échangent avec vous dans le cadre hein, de ce financement. Vous avez bien entendu la partie ANS-DNS, donc moi faisant partie de l'ANS. Alors, Monsieur Turbat est excusé pour aujourd'hui, hein, il est pris par d'autres sujets. Donc, lui et moi pilotons un peu cette task force financement opérateur. Vous avez l'ASP qui est présente autour de ce webinaire et qui justement aura la main afin d'exposer un peu les éléments dont on va parler aujourd'hui. Alors, je suis désolé, je pense qu'il y a la présentation qui a bougé. Hop, c'est bon, je l'ai remise en plein écran. Alors, ça va bouger de mon côté, désolé. Voilà. Et bien entendu, vous qui accédez à ce portail ASP afin de solliciter, ces différents financements. Donc, comme je l'ai un peu dit au début, hein, les objectifs hein, de ce webinaire, c'est déjà présenter vraiment dans le moindre détail hein, cette procédure pour solliciter le solde hein, de ce financement. Donc voilà, je pense que la phrase est assez claire. C'est vous confronter un peu à la procédure de financement, la demande de solde et les modifications éventuelles. Et l'idée, bien entendu, voilà, c'est que vous puissiez vous approprier, alors même si on reste sur des théoriques, hein, parce qu'après, il faudra que vous vous confrontiez aux formulaires et qui seront disponibles dès semaine prochaine, voilà, que vous appropriez un peu ce parcours auquel vous allez faire face hein, dès semaine prochaine, à partir du 4. Et bah, je le disais aussi également, voilà, l'atelier devra permettre de vous présenter vraiment tous les écrans et rentrer dans le moindre détail des éléments, des informations que vous devrez renseigner sur ces formulaires. Alors, autre chose, effectivement, qu'on n'a pas dit au début de l'atelier, c'est que, à la différence des autres webinaires, les questions seront à poser, hein, dans l'onglet questions que vous devez avoir en principe, en bas à droite, de votre page.
Donc bon, je fais un petit rappel du déroulé de l'atelier. On va faire un petit rappel, hein, sur, les jalons et les éléments, passés sur ce financement et on va, bien entendu aussi rappeler les jalons qui sont devant nous. Alors, bah, je vous propose de rentrer directement sur le sujet, hein. Donc on commence par un peu le calendrier global, global de ce couloir opérateur, de ce financement opérateur. Donc, nous sommes à fin juin, nous avons, 2 étapes en cours et une troisième qui est la dernière qui va ouvrir semaine prochaine. Donc nous avons l'étape 3 et l'étape 4 en cours, hein, sachant que l'étape 1 et 2 sont, derrière nous. Alors l'étape 1 est quand même, toujours en cours, qui est la signature du contrat V2. L'étape 2 qui correspondait au référencement des opérateurs développeurs, mais encore une fois, le référencement des opérateurs développeurs ne vous concerne pas généralement, autour du call, puisque là, en principe, on devra avoir une majorité d'opérateurs acheteurs. Et donc, en tant qu'opérateur acheteur, l'étape 3 et l'étape 4, l'étape 5 aussi, hein, d'ailleurs, vous concernent particulièrement. Donc l'étape 3 étant l'enrôlement auprès de l'ASP, suite à quoi vous devez effectuer, votre demande de paiement d'avance. Alors je rappelle fortement, hein, en tout cas chaque fois que j'ai l'occasion, que cette étape 3, elle est obligatoire. Il est obligatoire d'enrôler votre structure et ensuite effectuer votre demande d'avance. Voilà. Si, ce préalable n'est pas réalisé, vous ne pouvez pas passer directement à l'étape 5. Sachant que cette étape 3, se termine le 26 juillet prochain. Donc il vous reste, moins de 3 semaines pour ceux qui n'auraient pas encore frappé à la porte de l'ASP. Voilà. Pour ceux qui ont passé cette étape 3, c'est-à-dire qui ont effectué leur enrôlement et effectué leur demande d'avance, beh, vous êtes en pleine étape 4, l'étape 4 étant, heu, le déploiement de cette mise à jour sur votre infrastructure. Voilà. Sachant que l'étape 3 et l'étape 4 peuvent être réalisées, de manière conjointe, hein. Voilà, c'est pas du séquentiel. Vous pouvez faire du en même temps. Et donc semaine prochaine arrive l'étape 5, d'où, ce webinaire d'ailleurs, c'est-à-dire le 4 juillet prochain ouvrira la possibilité, de demande de solde, voilà, pour les structures qui seront déjà enrôlées auprès de l'ASP. Donc, je passe à la partie basse, de la slide. Donc ici, ce sont les différentes, étapes, en tout cas, pour enrôler votre structure et effectuer la demande d'avance. Donc, premièrement, il faut signer votre contrat, opérateur V2. Vous avez le lien, qui vous mènera vers la page, de la signature électronique. Aujourd'hui, le contrat se signe, uniquement, par voie électronique. Fini le papier. Une fois votre contrat signé, il vous faudra également, obtenir un devis auprès de votre fournisseur, hein, un devis et son attestation Ségur. Voilà. C'est une fois ces 2 pièces obtenues, donc le contrat, le devis plus l'attestation de référencement, vous pouvez passer à l'étape 3 qui est l'enrôlement, de votre structure auprès de l'ASP. Voilà. Petite remarque quand même, c'est que pour ceux qui ont un fournisseur, ceux qui sont liés à Innovacom, hein, c'est-à-dire Innovacom est votre fournisseur de solutions MS Santé, il faudra pour l'enrôlement, c'est-à-dire pour l'étape 3, associer le bon de commande que vous avez émis pour lancer, pour commander la prestation. Voilà. Parce que sur le devis Innovacom, en tout cas la majeure partie des devis, il nous manque 2 informations essentielles, c'est la TVA et le TTC. Et donc il faudra que votre bon de commande précise ces 2 informations manquantes sur le devis. Donc une fois que votre, structure est enrôlée auprès de l'ASP, donc dans la logique des choses et généralement c'est ce qui s'est passé, vous recevez, vos identifiants de compte de l'ASP. Vous recevez vos identifiants de compte de l'ASP et vous êtes en capacité d'effectuer votre demande d'avance. Donc je le martèle une fois de plus, c'est une phase obligatoire à réaliser avant le 26 juillet prochain. Voilà. Alors petite remarque, j'ai envie de dire, voilà, pour vous éviter, d'essuyer des rejets pour l'enrôlement, c'est que vos démarches peuvent être
également effectuée par un mandataire, hein, le mandataire, la structure, le représentant légal n'est pas obligatoire pour ça, voilà. Mais si jamais c'est un mandataire qui effectue les démarches, il faut que vous soyez en capacité de produire un justificatif du mandat. Voilà. Effectivement, si c'est le représentant légal, il y aura pas besoin de cette pièce-là. Autre chose, c'est-à-dire, on a pu voir que, en fonction des structures, différentes TVA sont appliquées. Donc, la phrase «produit un justificatif en cas de TVA particulière», comprenez par là que toute TVA différente de 20 devrait être justifiée. Voilà, pour votre enrôlement. Et dernière chose, comme je l'ai dit, hein, il vous faut un contrat V2 pour débuter votre enrôlement. Il faut un contrat V2 signé des 2 parties. Il faut qu'il y ait également la contre-signature de l'ANS sur ce contrat pour que vous puissiez, avoir votre enrôlement, qui passe, excusez-moi, qui passe auprès de l'ASP. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour les petits rappels, mais sachez qu'à côté de ça, voilà, on reste disponible, pour toute question supplémentaire, sur, cette partie enrôlement et demande d'avance. Et de ce pas, je vais passer la parole aux équipes de l'ASP. Bonjour, je suis Lival Caneras, du coup je travaille pour l'ASP. Mike, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Est-ce que tu veux y répondre tout de suite ou tu préfères qu'on voit tout ça à la fin? Alors oui, on peut prendre un petit temps pour y répondre. Alors je vais les prendre comme, alors je vois qu'il y a eu plus de questions posées dans le chat que dans l'onglet questions, mais je vais commencer par l'onglet questions et je passerai à l'onglet chat. Alors, bon, une question, en plein dans le mille, hein. Bonjour, peut-on s'enrôler si l'on n'a pas encore signé le contrat V2? Alors la réponse est très claire, non. Il vous faut absolument votre contrat V2, signé des 2 parties comme j'ai dit, pour pouvoir, aller, heu, enrôler votre structure. Si vous le faites sans votre contrat, ben vous aurez un rejet de la part des équipes de l'ASP pour non-conformité. Autre question, sur l'avant-dernier écran, on demande de choisir notre taux de TVA. Pouvez-vous s'il vous plaît nous indiquer quoi répondre? Alors ça va être compliqué. Je pense que, vu que en fonction de votre structure, du territoire et également, des différents accords que vous pouvez avoir avec, le centre, financier, du département, de la région, enfin je suis pas trop sûr de comment ça se passe, votre cas peut être, particulier. Donc il est préférable de vous appuyer sur votre service comptable pour répondre à cette question. Après, si je puis me permettre, hein, Mike, pour Bien sûr. appuyer justement tes éléments, hein, sur ce point-là, parce qu'effectivement, on constate, hein, qu'il y a peut-être des incompréhensions sur le taux de TVA indiqué, hein. Il s'agit du taux de TVA auquel votre structure est assujettie dans le cas d'un taux de TVA classique, normal. Et nous, par rapport à ce que l'on a reçu jusqu'à présent, dans le bon de commande en fait que vous envoyez à votre opérateur, généralement c'est indiqué. Donc vous pouvez vous baser dessus, puisque vous mettez le hors taxe, la TVA et le TTC. Et donc ça correspond justement au taux de TVA qui est indiqué dans votre bon de commande, si ça peut vous aider, au-delà de effectivement demander au service comptable plus de précision lorsque vous êtes bloqué. Donc on rappelle, hein, le taux de TVA en vigueur, en tout cas pour le Ségur, hein, c'est le normal qui est de 20 hein, lorsque vous êtes situé en France métropolitaine, de 8,5 lorsque vous vous situez dans certains DROM, voire de 0 dans d'autres, hein, je pense à Mayotte, et cetera. Mais vous pouvez également être non assujetti à la TVA. Donc là, effectivement, votre service comptabilité pourra vous aider, auquel cas, il faudra absolument nous joindre une attestation, en fait, de non-assujettissement qui vous évite, en fait, une fois que, voilà, vous avez les éléments ou quoi que ce soit, qu'on vienne récupérer la TVA puisque vous n'y êtes pas assujetti. Parfait. Merci pour ces précisions en tout cas, Madjouba. Donc j'espère que ça a pu, répondre à votre question. Alors je continue rapidement parce que je vois quand même que le temps il passe, on est déjà bientôt 20. Avez-vous un modèle justificatif de mandat à nous transmettre? Alors ça, je ne sais pas si côté SP vous avez, un modèle de mandat à produire ou pas du tout? Oui, il y a un modèle, de mandat sur notre site qui, voilà, qui vous dit en fait les éléments qu'il faut absolument faire figurer. On parle bien du mandat, hein, que le représentant légal donne, au dépositaire lorsqu'il est différent pour dire que voilà, il missionne bien le dépositaire en sa qualité et cetera, pour lui laisser faire toutes les démarches à sa place sur le portail, Ségur-Num. Donc effectivement, sur le site de l'ASP, à la page, Ségur, numérique, on a, des exemples enfin un exemple, en tout cas un modèle de mandat du représentant légal. D'accord, parfait. Merci.
Alors, notre comptable n'a pas pu répondre, mais bon, merci Malouba, tu as donné les informations. Notre comptable, ah, ok, très bien, tu as donné les informations. Alors, je vais prendre 2-3 dernières questions et on va avancer. Et je pourrais revenir sur les autres après. Pouvez-vous me rappeler la date limite pour l'enrôlement? La date limite, c'est le 26 juillet prochain. Mais je vous conseille de ne pas attendre la veille pour y aller parce que si vous saisissez des données qui ne sont pas correctes ou des documents, ben, il y aura un rejet, il faudra faire des allers-retours et vous n'aurez plus de temps en fait. Alors, je prends une dernière question et ensuite je passerai la parole à Julie. Lors de la demande d'enrôlement, le représentant légal peut-il être un mandataire déclaré à l'ANS? Le représentant un mandataire. Oui, totalement, totalement. Alors, si c'est le représentant légal, ben, bon, il est forcément déclaré à l'ANS. Enfin, il doit être déclaré à l'ANS parce qu'il doit être en capacité de signer les documents de l'ANS, ça c'est sûr. Donc, le représentant légal, effectivement, est en capacité de remplir les documents pour aller vers ce financement. Alors, je vous propose de continuer et on pourra revenir sur ces questions où je vais y répondre directement dans le chat. Donc, Julie, je te laisse le micro. Merci Mike. Du coup, la slide suivante est un rappel du calendrier. Je vais essayer de passer assez rapidement parce que Mike on en a déjà parlé, pardon. Vous avez normalement, pour la plupart, fait votre enrôlement auprès du portail ASP et déposé votre demande d'avance. Donc, comme l'a dit Mike, la fermeture du dépôt des demandes d'avance, c'est le 26 juillet 2023 à 14h. Alors, c'est la fermeture de l'enrôlement et du dépôt des demandes d'avance. Donc, au 26 juillet 2023 à 14h, il faudra bien faire attention à la fois à avoir été enrôlé et à avoir déroulé tout le process de demande d'avance. Au 4 juillet 2023, vous allez avoir l'ouverture du guichet de financement pour le dépôt des demandes de solde. C'est ça que je vais vous présenter maintenant, c'est comment ça se passe pour déposer votre demande de solde et quelles sont les informations que vous allez avoir à rentrer. La fermeture du guichet de financement pour le dépôt des demandes de solde aura lieu le 28 septembre 2023 à 14h. Passé cette date, il ne sera plus possible de déposer une demande de solde. Voilà. Donc, concernant les demandes de solde, pour pouvoir déposer une demande de solde, il faut savoir qu'au préalable, vous devez avoir déposé une demande d'avance auprès de l'ASP, donc avant le 26 juillet 2023, qui est la date limite. Tant que votre demande d'avance n'a pas été déposée, il ne vous sera pas possible de déposer votre demande de solde. Une fois que votre demande d'avance aura été déposée, par contre, vous pourrez déposer votre demande de solde depuis votre espace compte privé. Je vais vous montrer de toute façon, étape par étape, comment ça se déroule. Donc, votre demande d'avance a été déposée et validée. Vous pouvez vous connecter au portail public pour déposer votre demande de solde via l'espace dédié. Une fois que votre demande de solde a été déposée, contrairement à la demande d'avance, celle-ci va faire l'objet d'une instruction par un gestionnaire, comme ça a été le cas pour votre demande d'enrôlement. Il y a plusieurs suites possibles à cette instruction. On va les voir par la suite. Alors, tout d'abord, pour déposer votre demande de solde, il vous suffit de vous connecter sur le portail, donc via l'URL que vous connaissez peut-être, et de cliquer sur le bouton « Se connecter ». Une fois que vous cliquez sur le bouton « Se connecter », vous accédez à la fenêtre « Accéder à mon espace personnel ». Pour ça, il vous suffit d'entrer l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués ou qui vous seront communiqués à la validation de votre demande d'enrôlement. C'est toujours les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe que lorsque vous avez déposé votre demande de solde. Voilà. Si jamais il y a un souci de mot de passe, vous avez les boutons « J'ai oublié l'identifiant »,« Mot de passe ». Voilà. Je pense que vous connaissez ça. Une fois que vous êtes connecté, alors je suis désolée, les captures d'écran sont assez floues. De toute façon, nous, on a produit un guide utilisateur qui est à votre disposition sur le site de l'ASP, sur lequel vous retrouverez toutes ces étapes et toutes les captures d'écran et sur lesquelles vous pourrez zoomer, ce sera peut-être un peu plus évident au besoin. Donc, sur l'onglet d'accueil en haut, vous avez un petit bouton, il y a écrit « Demande de financement ». Et si vous faites dérouler ce petit menu, vous verrez « Ma demande de financement ». En cliquant dessus, vous arriverez sur la même page que lorsque vous avez déposé votre demande d'avance. Et à gauche, vous voyez « Ma demande d'avance » et « Ma demande de solde ». Il vous suffit de cliquer sur « Ma demande de solde ». De là, vous allez automatiquement accéder à l'espace qui vous permet de rentrer les informations en vue du dépôt de votre demande de solde. Donc, la première partie de l'écran, ça va être les informations qu'on vous demande.
Les premières informations qu'on vous demande, donc celles qui sont dans le cadre 2, ce sont les coordonnées de contact du contact support de l'opérateur, de votre solution logicielle. Donc, on demande un nom qui est facultatif ou un numéro de téléphone et une adresse mail qui, eux, sont obligatoires. On demande aussi un lien vers le site web qui met à disposition la documentation pour les clients et les éditeurs. Ce lien, voilà, vous copiez-collez votre lien classique. Il n'y a pas de piège, pas de choses spécifiques à rentrer. C'est vraiment le lien comme il serait dans votre barre de recherche. Ensuite, dans le cadre numéro 3, vous allez retrouver d'autres informations de votre demande qui sont les boîtes aux lettres que vous avez, le nombre de boîtes aux lettres que vous avez déclarées auprès de l'ANS. Vous n'avez pas la possibilité de modifier ce nombre de boîtes aux lettres. Vous le verrez inscrit pour votre information, mais ça correspond aux informations que vous avez renseignées et déclarées dans l'annuaire santé à la date de clôture du financement. Donc, vous avez le nombre de boîtes aux lettres applicatives que vous avez déclarées, le nombre de boîtes aux lettres organisationnelles que vous avez déclarées et le nombre de boîtes aux lettres nominatives que vous avez déclarées. Vous retrouverez ici votre taux de TVA, donc 20%, 0%, 8,5% selon les cas, et le montant Ségur total hors taxe calculé du solde, c'est-à-dire le montant du solde auquel vous avez droit. Alors, c'est pareil, c'est un montant qui est calculé automatiquement en fonction du nombre de boîtes aux lettres que vous avez déclarées. Donc, c'est un montant qu'on vous présente, c'est pareil pour votre information, mais que vous n'avez pas la possibilité de modifier. C'est le montant qui vous sera versé lorsque votre demande de solde sera acceptée par les gestionnaires. Un peu plus bas, vous allez trouver un onglet « Pièces justificatives » où on va vous demander, selon votre profil, de déposer plusieurs pièces justificatives. Si votre statut est celui d'opérateur-développeur, vous devez importer la capture d'écran du résultat du test technique au format PDF. Alors, ce qui est attendu exactement, je pense que je laisserai Mike l'expliciter parce que c'est un peu plus clair pour lui que pour moi. Réalisé en production. Oui. Si tu veux en parler un petit peu. Bah oui, oui, je vais prendre. Oui, effectivement, ce qu'on attend ici, c'est une preuve technique du déploiement de cette mise à jour que vous aurez commandée auprès de votre fournisseur. Et en fait, pour avoir, enfin, cette preuve déjà, ce sont des logs, hein, ce sont des logs qu'on génère à travers un invité de commande. Voilà. C'est pas très complexe, hein, c'est en résumé de mémoire, c'est 5 lignes, hein, c'est 5 lignes en tout parce qu'il faut sortir les logs pour la version SMTP, il faut sortir les logs pour la version IMAP. Et ces logs, en résumé, sont à copier-coller dans un fichier texte ou dans un fichier PDF. Voilà, en résumé, c'est ça. Alors, je vous rassure tout de suite, nous avons fait le tour de tous vos fournisseurs, donc tous ceux qui vendent des connecteurs à cet espace de confiance. On s'est assuré que cette preuve était réalisable. Et qu'en principe, c'est comme ça en tout cas qui nous a été retourné, que vous êtes en capacité de le faire. Dans le cas contraire, vous pourrez vous faire assister de votre fournisseur de connecteurs. Mais je rappelle encore une fois, cette preuve, ces logs qu'il y aura à copier-coller d'un invité de commande sont à positionner soit dans un fichier texte, soit dans un fichier PDF. Petite remarque, c'est que pour l'instant, à l'ouverture, qui sera le 4 juillet prochain, je rappelle, il sera possible de poser un fichier PDF dans un premier temps. À partir de mi-juillet, vous serez en capacité de poser soit un fichier PDF, soit un fichier texte simple. Voilà, parce que voilà, nous, on est en train de mettre en production des choses, on est en train de faire évoluer un peu la machinerie derrière. Donc, pour commencer, il n'y aura qu'un fichier PDF qui sera disponible. Et comme je dis, à partir de mi-juillet, vous serez en capacité de poser soit un fichier PDF, soit un fichier texte, voilà. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, ben, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet correspondant et je pourrais y répondre. Je te repasse la parole, Julie. Merci Mike. Donc, en plus de cette capture d'écran, on vous demande de déposer un guide PDF éditeur et client final de connexion à l'API. Donc voilà, un guide qui présente les étapes de connexion à cette API.
Donc, ce sont les pièces justificatives qui sont demandées pour un opérateur développeur. Si vous êtes opérateur acheteur, vous importez la même chose, donc le résultat du test technique et le guide PDF éditeur et client final. Ainsi, si je peux apporter une toute petite précision, Julie, parce que je pense que ça va générer des questions. Ce fameux guide utilisateur, comprenez que c'est le référentiel opérateur. Voilà. On vous demande de mettre à disposition la documentation pour que, en résumé, un logiciel métier puisse accrocher cette interface. Nous, on l'a fait. Hein, voilà, les informations sont dans le référentiel. Donc, vous pouvez totalement pointer notre référentiel pour remplir cette preuve qui est ce fameux guide PDF éditeur et client final de connexion. Voilà. Vous pouvez pointer le référentiel 1 opérateur. Voilà. Merci Julie. Et donc, en tant qu'opérateur acheteur, je disais, en plus de ces deux éléments, donc là, les résultats du test technique et le guide, on vous demande de déposer une facture acquittée qui correspond au bon de commande ou devis signé, donc avec les mêmes informations que vous nous avez transmises lors de l'enrôlement. Chacune des pièces justificatives a sa propre zone de dépôt qui est identifiée par son nom. Donc, vous verrez là, par exemple, il y a écrit guide PDF. Vous avez la possibilité de choisir votre fichier depuis votre ordinateur et de l'importer. Ça se passe comme n'importe quel import de document sur n'importe quel site. Une fois que vous avez rempli donc les informations de votre demande et que vous avez importé vos pièces justificatives, en bas, vous aurez un bouton indiqué « Importer » sur lequel il faudra bien penser à cliquer parce que c'est ce qui va permettre d'importer votre demande et qu'elle soit transmise à l'ASP pour gestion. Donc, vous cliquez sur « Importer », votre demande est envoyée à l'ASP pour être instruite et en fonction, vous aurez un retour. Comment se passe l'instruction de votre demande? Une fois que votre demande est déposée, elle est visible sur votre espace au même endroit que celui du dépôt, à la différence que là où vous aviez la possibilité de compléter des champs ou de les modifier, là, vous pourrez seulement les consulter. Il n'y aura plus la possibilité de les changer. Votre demande, une fois que vous avez cliqué sur le petit bouton « Importer », elle est automatiquement transmise pour instruction à un gestionnaire de l'ASP. Une fois que votre demande est instruite, vous recevrez un mail vous informant du résultat de cette instruction. Alors, il y a plusieurs cas qui sont possibles. Si tout va bien, vos informations sont les bonnes, qu'elles respectent tous les formats et tous les attendus, votre demande est décidée, vous recevez un mail qui vous informe que votre demande est conforme et a été validée par un gestionnaire. Le paiement de l'aide est automatiquement déclenché, vous allez recevoir le paiement de votre solde. Vous pouvez recevoir un mail qui vous indique que votre demande est au statut à modifier ou en attente de pièces justificatives. C'est que lors de l'instruction, le gestionnaire a constaté qu'une information n'était pas cohérente, qu'une pièce justificative ne remplissait pas les conditions attendues, qu'une X ou Y information n'est pas valable. Donc, votre demande nécessite une action de votre part. Dans ce mail, vous aurez un commentaire du gestionnaire qui vous précise ce qui ne va pas. On ne vous dit pas juste on est en attente d'une pièce justificative où il faut modifier votre demande. On vous précise ce qui est attendu de votre part. Une fois que ces modifications sont effectuées, on va vous montrer après comment vous pouvez effectuer ces modifications. Votre demande sera de nouveau envoyée en instruction. Et enfin, si votre demande est non conforme, elle est rejetée par un gestionnaire et le paiement n'est pas déclenché. Donc voilà, il faut bien faire attention sur le fait qu'une demande qui est à modifier ou en attente de pièces justificatives, une fois que vous l'avez modifiée, vous avez importé la pièce justificative qui manquait, il ne faut pas s'inquiéter, elle va repasser en instruction. Vous n'avez rien de plus à faire. Mike, est-ce qu'on passe direct aux étapes de modification de la demande de solde ou est-ce que tu veux prendre des questions d'abord? Alors, on peut prendre quelques questions, sachant que j'ai apporté quelques réponses pendant que tu présentais. Je vais prendre celles qui sont arrivées après. Alors, Majouba, je ne sais pas si tu as vu ma question dans le chat. Si je serais preneur du lien pour les infos attendues sur le mandat. Oui, Donc, je vais le rechercher, mais je peux aussi complètement envoyer le document même, le modèle. Écoute, très bien. Tu peux m'envoyer le modèle et on pourra le rendre disponible. Oui. Eh bien, parfait. Totalement. Merci. Alors, je continue.
Alors, nous réceptionnons tous les jours des commandes pour enregistrement auprès de l'annuaire santé pour des balles organisées individuelles, mais peut-on bénéficier d'une prolongation pour la création des balles et la prise en compte par l'ANS avant la prise de congé? Exemple 26/7/2023. Alors, une autre question m'a été posée sur la possibilité de bouger les prochaines dates. Alors, la réponse est non. Non, on n'aura pas cette possibilité-là parce que ces dates sont associées à tout un processus légal, j'ai envie de dire. Il y a un appel à financement qui est généré, signé de la main du ministre pour avoir ces dates. Et donc, pour bouger ces dates, il y a tout un processus assez lourd qui a déjà été effectué d'ailleurs courant mars, parce que voilà, la fermeture de ce financement aurait dû avoir lieu courant mars et on l'a prolongé de 4 mois. Et donc là, non, les prochaines échéances ne pourront pas être bougées. Donc il faudra que vous essayiez de rentrer dans ces dates qui restent. Alors effectivement, le point qui est pointé ici, ce sont les fameuses balles, hein, parce que le financement est lié au nombre de balles. Enfin, une partie du financement est liée au nombre de balles que vous avez sur l'annuaire santé. Et donc nous, le 30 prochain, donc c'est ce week-end, hein, on va faire une photo de l'annuaire santé qu'on va conserver pour pouvoir payer vos différents soldes. Donc, il faudra que vous arriviez à déclarer vos balles auprès de l'annuaire santé avant le 30 prochain, le 30 juin prochain. Voilà. Je continue. Est-ce qu'il existe un guide qui présente le détail des logs à fournir? J'ai des difficultés à comprendre la nature précise de ces logs. Alors, merci de la question. Ça va me permettre de préciser un peu les choses. Sachez que chaque fois que vous allez effectuer votre demande d'avance, Amadjouba, n'hésite pas à me corriger hein, si jamais je me trompe. C'est-à-dire, vous enrôlez votre structure, vous avez une validation de l'enrôlement de votre structure, et lorsque vous effectuez votre demande d'avance et qu'elle est validée, vous recevez à l'intérieur de cette validation, c'est le mail hein, de validation, vous pointera un lien pour avoir le guide utilisateur afin de générer ces logs. Voilà. Et je te rassure, Alexandre, puisque c'est toi qui pose la question, vous aurez ce soir ou demain, enfin, tous les opérateurs développeurs auront ce guide-là dans leur boîte mail, adressé par moi. Donc, tu pourras prendre connaissance de ce guide utilisateur-là. Voilà. Je continue. Quand nous sommes éditeurs et seul client final, nous n'avons pas forcément, enfin je crois, ce guide PDF. Donc ben, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Hein. Dès que vous... bon, alors, déjà, Monsieur Drapier, vous êtes opérateur développeur, hein, donc vous aurez ce guide-là, voilà, ce soir, vous aurez ce guide-là ce soir dans vos boîtes aux lettres. Alors, autre question, le lien vers le site web à déclarer dans la demande de solde. Ben, alors, je pense que Julie, ce lien-là, c'est le lien vers la documentation, c'est bien ça? Oui, je pense qu'il s'agit celui-là. Lien vers le site web mettant à disposition la documentation pour les clients et éditeurs. Voilà. Mais comme je l'ai dit, vous pointez notre référentiel, vous pouvez pointer le site MS Santé en tant que lien, puisque c'est cette documentation-là qui est attendue, et voilà, ça sera validé. Alors, voilà, c'est pas une question, mais c'est plutôt une affirmation qui va me permettre de rebondir un peu sur les choses. Hein. C'est marqué impossible, reste une journée. Je pense que ça doit être lié à la déclaration des balles. Malheureusement, oui, il reste qu'une seule journée, sachant que depuis le mois de janvier, vraiment, nous, on a communiqué largement sur ce point-là à travers vos opérateurs développeurs. On a communiqué dans l'ensemble de l'espace de confiance. On est passé aussi à travers les grades pour mettre ce point-là vraiment en avant. Attention, il faut que vos balles arrivent sur l'annuaire santé. Et oui, effectivement, il ne reste qu'une journée. Malheureusement, là, comme je vous ai dit, ces dates sont liées à un appel à financement qui est aujourd'hui impossible à bouger. Dernière question, et je te repasse la parole. Je ne comprends pas la différence entre représentant légal et mandataire. Je suis employé du CHU de Marseille. Le représentant légal est mon directeur général. Il y a également des mandataires ou représentants légaux. Ces mandataires peuvent-ils faire l'enrôlement? La réponse est oui. Le représentant légal ou tout mandataire disposant du justificatif qui va bien peuvent effectuer l'enrôlement de la structure. Voilà. Je te repasse la parole, Julie. Merci.
Ce qu'on va voir maintenant, du coup, c'est comment effectuer la modification de votre demande de solde si jamais à l'instruction, celle-ci n'est pas validée ou rejetée. Donc, si elle est validée, comme je vous disais, tout va bien, le paiement est déclenché. Mais si vous importez votre demande de solde avant la date de clôture et qu'un gestionnaire constate une erreur sur votre demande, ou bien que vous-même vous rendez compte que vous avez commis une erreur ou un oubli, vous pouvez contacter l'assistance utilisateur tant que votre demande n'a pas été instruite pour leur dire donc via le formulaire de contact « Bonjour, j'ai fait une erreur. Vous serait-il possible de passer ma demande de statut à modifier afin que j'effectue les modifications ?» Donc, soit par le gestionnaire, soit suite à une demande de votre part, vous recevez un email qui vous invite à modifier la demande, ainsi que, comme je vous le disais, un commentaire du gestionnaire qui vous précise les modifications à apporter. Vous pouvez procéder à la modification de votre demande de solde depuis votre espace et la demande repassera au statut en cours, comme si vous veniez de la déposer toute neuve, et elle sera de nouveau instruite par un gestionnaire dans les prochains jours. Comment ça se passe, cette modification? À la réception du mail. Ou attendez, on va voir les principes généraux de la modification. D'abord, je me suis un petit peu emballée. Donc, les modifications de la demande de solde doivent suivre les mêmes règles que lors de la création de la demande. C'est-à-dire que quelque chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous créez votre demande de solde, vous ne pourrez pas non plus le faire au moment de la modification. Par exemple, si vous essayez d'importer un fichier JPEG plutôt qu'un PDF ou qu'un fichier texte, si ça ne fonctionne pas à la création de la demande, ça ne fonctionnera pas non plus à la modification. Ça n'ouvre pas à de nouvelles possibilités. C'est seulement de la modification. Si l'une de vos données modifiées n'est pas conforme, un message d'erreur apparaîtra et vous serez dans l'incapacité de valider vos modifications. Lors de vos modifications, une donnée qui est modifiée apparaît encadrée en vert, comme ça. Si vous modifiez le nom-prénom du support contact de l'opérateur, vous verrez le cadre passer en vert. Enfin, une fois les modifications réalisées, la demande est de nouveau traitée par un gestionnaire. Donc, dans le cadre d'une modification de solde, vous pouvez modifier les champs suivants. Le nom du contact support de l'opérateur, son numéro de téléphone, son adresse mail, le lien, si jamais celui que vous avez entré n'est pas bon, et vous pouvez ajouter une nouvelle pièce justificative. Il ne vous sera pas possible de supprimer une ancienne pièce justificative que vous avez importée pour des raisons de suivi en ce qui vous concerne, mais vous pouvez en importer une nouvelle. Si vous n'avez pas rentré, je sais pas, les bons résultats du test technique, vous pouvez en importer un nouveau. Ne vous inquiétez pas du fait de ne pas pouvoir supprimer l'ancien, c'est pas grave. Nous, on a les dates de dépôt, on sait laquelle est la plus récente. Qu'est-ce qui se passe si vous ne modifiez pas votre demande? À J+10 sans action de votre part, vous allez recevoir un email de relance qui vous invite à modifier votre demande. Ça sera quasiment le même mail que lorsque la demande a été passée au statut à modifier. On vous dit que des modifications sont attendues de votre part. Voilà, on vous rappellera également quelles sont les données à modifier. Attention, à J+20 sans action de votre part, vous ne pourrez plus modifier votre demande. Celle-ci va automatiquement repasser au statut en cours et être envoyée pour instruction à un gestionnaire, avec les mêmes problèmes dedans. Donc, vous prenez le risque que votre demande soit rejetée cette fois-ci. Voilà, donc attention, vous avez jusqu'à 20 jours pour modifier votre demande, pas plus. Donc, cette fois, on y vient. Comment est-ce que ça se passe pour effectuer les modifications? De la même façon, pour importer votre demande, vous vous connectez, toujours avec les mêmes identifiants reçus suite à votre enrôlement. Vous cliquez sur « Ma demande de financement », comme pour accéder au dépôt de la demande de solde, dans l'onglet « Demande de financement ». Et si vous cliquez sur « Ma demande de solde » ici, on voit mieux là que sur les captures de tout à l'heure, mais c'est le même process jusque-là que pour le dépôt. Cette fois-ci, au-dessus de votre demande de solde, où vous pourrez voir les informations que vous avez entrées lors du dépôt, vous allez voir un bandeau rouge qui vous indique « Votre demande nécessite des modifications de votre part. Cliquez ici pour modifier la demande de solde. » Vous pouvez cliquer sur « Modifier ». Vous allez alors arriver dans l'espace de modification. Dans cet espace de modification, en haut et en premier lieu, vous allez voir un récapitulatif de votre demande et le commentaire du gestionnaire. Le commentaire du gestionnaire, c'est le commentaire que ce dernier a entré vous expliquant les modifications qui sont attendues de votre part. Ensuite, vous allez trouver un bloc « Information de la demande ». Donc, vous allez retrouver toutes les infos de la demande, pareil que lors du dépôt, avec les informations éditables, donc ce que je vous disais, les informations du contact support de l'opérateur,
le lien vers le site web qui met à disposition la documentation. Donc, les champs modifiables sont ici dans l'onglet « Informations éditables ». Vous retrouverez aussi les différentes informations de votre demande, le nombre de boîtes aux lettres que vous avez déclarées, les différents montants, voilà, à titre informatif. Donc, voilà les informations qui peuvent être modifiées sur le bloc information de la demande. Pour importer une PJ, vous allez avoir en dessous de ce bloc information de la demande un bloc pièces justificatives. Dans ce bloc pièces justificatives, vous allez voir tous les documents qui sont rattachés à votre demande. Vous aurez la possibilité de les consulter, mais comme je vous le disais, pas de les supprimer. Les seuls documents qui peuvent être supprimés sont ceux que vous importez au moment de la modification. C'est-à-dire, j'ai voulu importer une pièce justificative complémentaire. Je me suis trompée, j'ai importé un courriel qui était sur mon bureau. Je me rends compte que je me suis trompée, j'ai la possibilité de le supprimer. Les seules qui peuvent être supprimées sont celles que je viens d'importer pendant ma modification. Pour importer une pièce justificative, vous sélectionnez son type dans le menu déroulant, puis vous cliquez sur « Choisir un fichier », ça va ouvrir l'explorateur de fichiers, vous sélectionnez votre fichier et vous cliquez bien sur « Importer ». Vous verrez un message de confirmation qui vous confirme que votre pièce justificative a bien été importée. Une fois que les modifications nécessaires ont été effectuées, vous pouvez appuyer sur « Confirmer ». Si vous appuyez sur « Confirmer », la demande repasse au statut en cours, les modifications que vous avez effectuées sont prises en compte et la demande est de nouveau traitée par un gestionnaire de l'ASP. Si jamais vous ne souhaitez pas modifier votre demande parce que vous considérez que tout est OK pour vous, vous avez la possibilité de le faire. Ce n'est pas ce qu'on recommande, mais dans ce cas, si vous cliquez sur « Je ne souhaite pas modifier la demande », votre demande va également repasser au statut en cours. Elle sera de nouveau traitée par un gestionnaire, mais aucune des modifications effectuées ne sera prise en compte. Ce sera la même que celle que vous avez envoyée initialement. Le bouton « Retour », il vous permet de revenir en arrière. Si vous cliquez sur le bouton « Retour », vous revenez sur votre page d'accueil. Les modifications que vous avez effectuées ne sont pas enregistrées et votre demande ne repasse pas au statut en cours. Elle est toujours au statut à modifier. Voilà. Ensuite, on a une page de liens et documents utiles. Peut-être que tu veux en parler, Mike ? Oui, effectivement. Comme j'ai pu le dire, hein, ce support sera disponible. Vous avez un bon nombre d'informations, hein, sur ce financement-là, sur ce programme de financement, surtout des informations pratiques, hein, sur la demande d'enrôlement, sur les différentes pages, hein, que vous avez là. N'hésitez pas à les consulter, surtout le troisième lien en partant du bas, qui est le guide utilisateur pour l'enrôlement auprès de l'ASP. C'est quelque chose qui va vous aider, hein, j'imagine, si jamais vous n'avez pas assisté au premier webinaire concernant cet enrôlement-là. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation, si je ne me trompe pas. Il reste quelques slides. Voilà, questions-réponses. Oui, voilà, on passe à la partie questions-réponses. Donc, j'ai apporté des réponses aux différentes questions qu'il y avait dans le chat. Je pense que je Il y n'en en ai a une omis aucune. dernière. Oui, Il y en a une oui, dernière alors il qui y a une vient toute dernière d'arriver. qui est Oui. arrivée. D'accord, très bien. Bah oui, bonjour Sandrine. Donc, je prends la question. Si au 36, le comptage des balles dans l'annuaire est inférieur au nombre déclaré lors de la demande, que se passe-t-il? Possibilité de mise à jour du nombre de balles, car vous avez dit que c'était des champs non modifiables. Non, il n'y aura pas de possibilité de mise à jour malheureusement, Sandrine. On va se baser uniquement sur celles qui seront arrivées côté Alors, côté annuaire. si je peux un peu compléter ta réponse, Mike, donc là, moi, si je comprends bien, c'est que effectivement, lors du dépôt de la demande d'avance, en fait, on demande d'avoir une estimation du nombre de balles qu'ils auraient à la fin, mais il faut vous rassurer, en fait, ce n'est pas pris en compte dans le calcul, hein, c'est juste voilà, pour avoir une information sur le final, mais ce sera bien le nombre de balles qui sera déclaré au 30 qui sera pris en compte dans le calcul de la demande de solde. Effectivement, alors tu as apporté plus de précision. C'est vrai que je n'avais pas bien compris la question, mais en fait, oui, oui. Oui, je crois que la question concerne plutôt, oui, cette demande d'avance Oui, peut-être, c'est-à-dire les indications qu'on demande lors de
lors de la demande d'avance, effectivement. C'est ça. Alors, Qui est juste à titre indicatif, en fait. Exactement. On n'a peut-être pas assez insisté dessus, Mmh. mais voilà, c'est vraiment pas engageant ce que vous renseignez au niveau de la demande d'avance. Le point qui sera pris, enfin la volumétrie liée à votre financement est celle qui sera extrait de l'annuaire et pas celle que vous avez déclarée dans les différents formulaires. C'est ça. Les informations issues du formulaire, c'était pour nous, on va dire une cible de pilotage, pour nous assurer que l'enveloppe budgétaire prévue était correct ou pas très loin de la réalité. Donc, ne t'inquiète pas, Sandrine. Une autre question. Bonjour, quel est le modèle de fichier JSON à produire pour la demande d'avance? Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de fichier JSON. Voilà, on a essayé de faire le plus simple, en tout cas pour ce couloir. Pour solliciter la demande d'avance, on n'est que sur des formulaires. Voilà, vous avez à faire des formulaires où il faudra uploader, voilà, produire des pièces justificatives, mais pas de fichier JSON comme c'était la coutume pour la vague 1. N'hésitez pas à poser vos questions, on a encore 10 minutes. Bon, je vais apporter quelques précisions quand même, hein, surtout pour ceux qui sont pas allés vers l'enrôlement. Lorsque vous allez réaliser votre enrôlement, en tout cas votre demande d'enrôlement, alors dans la majeure partie des cas, vous recevez assez vite hein, vos réponses et j'espère pour vous que ça sera une validation de votre enrôlement. Hein. Mais si au bout je dirais, 3-4 jours, vous n'avez pas de réponse, les équipes sont assez rapides, hein, vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à contacter le support qui est accessible sur la page. Hein. En haut à droite, vous avez nous contacter, je crois bien. N'hésitez vraiment pas à contacter le service support pour demander un peu où c'en est parce que, comme je l'ai dit au début, il nous reste un peu plus de 3 semaines. Voilà. Donc là, chaque jour compte. Chaque jour compte. Voilà, ne posez pas la demande et après, voilà, essayez d'être réactif en tout cas. Au bout de 3 jours, vous n'avez pas de réponse. Vous sollicitez le service support. Il peut arriver qu'il peut y avoir des loupés de notre côté. Si pas de réponse du service support, n'hésitez pas à me solliciter. J'ai mis mon adresse mail dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec le numéro de votre demande parce que lorsque vous faites votre premier dépôt, il y a un numéro d'enrôlement qui vous est attribué. Vous avez une réponse automatique avec un numéro d'enrôlement. Vous pouvez me l'adresser et me dire que voilà, me donner les informations nécessaires à votre contact et avec l'ASP, voilà, on essaie de voir si jamais il y a eu un blocage ou autre pour vous répondre au plus vite. Voilà. Il reste vraiment que 3 semaines. N'hésitez pas, je vous invite vraiment à être réactif et n'hésitez pas à nous solliciter. Vous contactez déjà le support et après, si pas de réponse, vous pouvez me solliciter en direct. Une autre question. On a jusqu'à quelle date pour le contrat V2? Il n'y a pas de date limite pour le contrat V2. Voilà, il n'y a pas de date. Il y a juste une date limite pour l'enrôlement pour le financement. Donc la date limite, c'est le 26 juillet. Et il faut savoir que le contrat V2, c'est la pièce maîtresse hein, pour être enrôlé. Si vous n'avez pas de contrat V2 signé de l'ANS et de votre structure, vous ne pouvez pas vous enrôler. Donc voilà, le contrat V2, vous pouvez le signer à tout moment. Je rappelle, il se signe électroniquement. 2 questions supplémentaires. Lorsque les adresses MS Santé sont créées, au bout de combien de temps sont-elles publiées? Je fais des contrôles quotidiens, je ne les retrouve pas sur l'annuaire, alors que sur CP Secure, elles y sont. Alors, c'est une question qui implique plusieurs parties, hein, parce que il y a déjà la vôtre, c'est-à-dire le connecteur. Lorsque vous créez, à quel moment ça arrive sur le connecteur? Quelle est la fréquence de publication du connecteur vers l'annuaire santé? Alors, je ne sais pas qui est votre fournisseur, mais généralement, je pense que c'est quotidien. Hein. Enfin, de ma connaissance, je n'ai pas l'expertise sur tous les connecteurs du marché. Et côté annuaire santé, c'est intégré, c'est-à-dire les déclarations qui arrivent sur l'interface de l'annuaire santé sont intégrées quotidiennement. Alors, je vais introduire quand même un petit bémol côté annuaire santé.
il a existé par le passé, il existe encore quelques petits bugs de restitution. Je parle ici de la restitution, en ce sens que vous déclarez une balle MS Santé, vous vous rendez sur le site internet de l'annuaire santé et vous ne la retrouvez pas. Voilà. Donc, vous pouvez ne pas la retrouver sur le site internet. Et par contre, lorsque vous passez par le LDAP, vous la retrouvez. Donc, rassurez-vous, ce genre de cas n'affecte pas le fait que nous, on va pouvoir les prendre en considération pour le calcul, parce que une fois qu'elles sont en base de données, puisque nous, on interroge directement la base de données, hein, une fois qu'elles sont en base de données, on les retrouve. Le point sur lequel vous devez être vigilant, c'est votre compte rendu d'alimentation. Lorsque votre connecteur déclare les balles sur l'interface de l'annuaire santé, il faut vous assurer que le compte rendu est vide d'anomalies. Les warnings, ça passe. Lorsque vous avez des warnings, la balle est arrivée chez nous. Par contre, une anomalie, c'est bloquant. Voilà. C'est vraiment, il faut vous concentrer sur cette partie-là. Et si vous ne la voyez pas sur le site web, comme je vous l'ai dit, c'est pas propre, c'est vrai. Les équipes travaillent dessus, mais c'est pas grave pour le financement parce que nous, on les voit en base de données. Je continue. Il nous reste encore 5 minutes. Alors, le fournisseur est Novacom. Alors, je ne maîtrise pas le connecteur Novacom, désolé, mais comme je dis, à mon avis, à minima, c'est quotidien. À minima, c'est quotidien. Les connecteurs déclarent auprès de l'annuaire santé quotidiennement, et après, il faut que l'annuaire santé aussi intègre, digère les informations qui sont arrivées. Oui. Il y en a juste une avant, je crois, Mike, c'est Fabien Denis. Je suis sur le site de l'ASP Connecté, je ne vois pas comment faire la demande d'avance pour la filière MSS. Est-ce qu'il s'agit d'un opérateur développeur, du coup, Monsieur Denis? Non. Tous les opérateurs développeurs sont passés. Donc là, il n'y aura que des opérateurs acheteurs. D'accord. Dans ces cas-là, si besoin, en fait, il peut nous solliciter via notre assistance utilisateur et on va l'accompagner. Très bien. Écoute, merci pour la réponse, Magba. Monsieur Denis, vous avez votre réponse. Je continue. 3 questions supplémentaires. Nous avons fait la demande la semaine dernière pour le contrat V2. Savez-vous dans quel délai je vais recevoir le contrat signé par l'ANES? Alors, déjà, est-ce que votre formulaire a été validé? Parce que on vous demande d'abord des données d'enregistrement, et quand les données sont pas bonnes, on vous fait un retour. Donc, si ce formulaire il est validé, vous avez reçu un lien pour signer. Et si vous avez signé la semaine dernière, il est fort possible que votre contrat ait été contresigné par notre direction hier. Parce que hier, il y a eu un gros volume de contre-signatures. Donc, je vous invite à regarder un peu vos mails. Et si vous avez des questions, nous aussi, on a une adresse de contact, l'adresse ANSN3. Et je crois que M. Kenardel, vous nous avez déjà adressé une question d'ailleurs. Je pense, alors, j'ai l'impression que nous avons échangé. Mais vous pouvez me solliciter sur cette question. Voilà. Alors, vous pouvez me faire parvenir un mail et j'y répondrai. Avant-dernière question de M. Guillemot. Bonjour à vous. J'ai un doute sur les comptes MS Santé mis en liste rouge. Est-ce qu'ils sont pris en compte? La réponse est oui. Toutes balles, liste rouge ou pas liste rouge, arrivées chez nous, seront pris en compte pour le calcul. Dernière question de Monsieur Drapier. Avez-vous des nouvelles quant à la possibilité de créer des balles pour les internes? Alors ça, c'est encore un autre sujet. Vu qu'il reste que 3 minutes, Jean-Christophe, je te propose de me poser la question par mail et puis j'y répondrai, parce que cette question-là demande une réponse assez longue. Très bien, il nous reste 3 minutes. On peut peut-être prendre encore une ou deux questions. D'accord, voilà, je vois la réponse de Monsieur Kenardel dans le chat. Donc oui, effectivement, je pense qu'on vous a apporté les réponses nécessaires. Sinon, vous pouvez nous relancer. Alors, une dernière question de Sandrine. Comment allez-vous pouvoir vérifier que tous les demandeurs de financement sont réellement en production pour l'API LPS? Justement, Julie parlait et j'ai apporté quelques précisions sur la preuve technique. On va demander des logs pour le solde. On va demander des logs pour le solde qui vont nous permettre de préjuger de l'installation de cette API en production.
Alors, bien entendu, le Ségur ne s'arrête pas juste au solde, hein. On va aussi avoir, enfin, prêter attention à tous les éditeurs qui vont accrocher vos interfaces. Et il y a un canal ouvert pour ça d'ailleurs concernant la vague 1, c'est-à-dire lorsque on a des signaux qui nous reviennent indiquant qu'une cible qui devait être à niveau Ségur ne l'est pas, ben on investigue. Bon, bien entendu, on est sur une relation de confiance, Sandrine. On n'a pas de suspicion sur le fait que tous ceux qui ont sollicité le financement iront au bout du déploiement de l'API LPS. Donc voilà. Alors, il y a une question que j'ai ratée, désolé, de Monsieur Morisseau. Serons-nous destinataires de la liste des balles retenues pour l'ANS? Alors, sachez que vous pouvez, dès début semaine prochaine, vous pouvez demander votre volumétrie de balles. Mais vous verrez également lors de cette demande de solde, dans le formulaire, vous verrez le montant associé et je pense que la volumétrie aussi, je ne suis pas sûr. Par contre, Julie, je ne sais pas si dans le formulaire, on voit le nombre de balles associées lorsqu'un candidat fait sa demande de solde. Si, bien sûr. Hop, ce sera... Désolée, il y a quelques slides à remonter. Ici, donc dans les informations de la demande, je suis désolée, je ne peux pas zoomer et en plus, c'est vraiment pas joli. Mais ici, vous avez le nombre de boîtes aux lettres déclarées. Donc, le nombre de boîtes aux lettres applicatives, organisationnelles et nominatives. Vous verrez le nombre que le portail a récupéré depuis ce qui a été déclaré dans l'annuaire santé. Voilà. Donc, lorsque vous allez effectuer votre demande de solde, ben, vous aurez cette information-là affichée. Donc, nous voilà au bout de ce webinaire. Je vais déjà remercier tous les participants. Merci de vous être rendus disponibles. Je vais remercier également l'ASP pour cette présentation et ses précisions. Comme je vous ai dit, il reste peu de temps. Je vous invite vraiment à être réactif, hein. Notre souhait est de faire bénéficier le plus d'opérateurs de cet écosystème, hein, de l'espace de confiance. Et si jamais vous avez des blocages, ben, vous avez la page d'assistance de l'ASP. Sinon, vous pouvez me solliciter également en direct. Voilà. Je remercie tout le monde et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.